Comment à partir de 1947 les États-Unis et l'URSS s'affrontent pour dominer le monde? Je vais vous proposer la correction de cette activité et je vais aller à un rythme assez soutenu. À vous de vous adapter, donc de prendre la correction que je vais vous mettre en intégralité. Vous pouvez la recopier, donc vous pouvez mettre pause, revenir en arrière. Moi, je vais à une vitesse assez rapide. D'abord, donnez le nom de la superpuissance à la tête de chaque bloc. Les États-Unis d'Amérique sont à la tête du bloc Ouest, tandis que l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, est à la tête du bloc Est. Les États-Unis d'un côté et l'URSS, c'est-à-dire la Russie et des pays alliés du bloc de l'Est en face. Chaque camp possède une idéologie, c'est-à-dire un corpus de pensée, un ensemble de pensées qui lui est propre. On pourrait malgré tout résumer ces idéologies par deux mots que je vous ai définis et que je vous ai demandé donc d'aller voir dans la fiche d'objectif, c'est-à-dire de recopier en première page de votre chapitre puisque vous n'avez pas de fiche d'objectif imprimée. D'un côté, on a donc l'idéologie capitaliste. L'idéologie capitaliste, vous avez dû le voir en quatrième, c'est un système économique d'organisation de la production et des échanges de biens. Il est fondé sur la propriété privée et a pour but le profit. Cette définition, vous l'avez peut-être vue en quatrième, ça pourrait se résumer à une idée simple, la liberté d'entreprendre. Dans un pays capitaliste, on peut créer son entreprise comme on le souhaite, sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Le but de cette entreprise, c'est de générer le maximum d'argent, le maximum de bénéfices, et donc pour ça, en général, il faut produire le maximum, peu importe les besoins. En opposition, le modèle communiste, l'idéologie communiste, est un modèle qui repose sur une société qui se veut totalement égalitaire, sans différence de richesse et sans propriété privée. Ça, c'est en théorie, puisque dans le cas de l'URSS, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, on a une application spécifique du communisme qui est très critiquable, et on va essayer de critiquer de toute façon les deux modèles et les deux camps. C'est la base du travail de l'historien. D'abord, la doctrine. On a le président américain Truman qui en 1947 s'adresse au Congrès dans un discours, et dans ce discours il va clairement peut-être donner le coup d'envoi de la guerre froide, puisqu'il va clairement définir le modèle de vie américain, ce qu'on appelle l'American Way of Life là-bas, et va critiquer ce qui pour lui est le mode de vie soviétique. Presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie opposés. L'un repose sur la volonté de la majorité et il est caractérisé par des institutions, des élections libres, des garanties sur la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion, par l'absence de toute oppression politique. L'autre repose sur la volonté d'une minorité imposée par la force à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés individuelles. Je crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement par des minorités armées ou des pressions étrangères. Dans ce discours, Truman donne d'abord sa définition de l'American Way of Life, ensuite il donne sa vision de ce que c'est que le mode de vie soviétique, et enfin il laisse placer clairement une menace quand il dit que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement, en laissant supposer qu'ils pourront même intervenir militairement. C'est donc une déclaration de guerre à l'Union soviétique, même si elle ne porte pas ce nom. La doctrine Truman est donc une doctrine qui positionne les États-Unis comme le camp de la liberté. Le mot liberté revient de manière très régulière. C'est souvent d'ailleurs comme ça que se présentent encore aujourd'hui les États-Unis. Il y parle pour le président Truman, les États-Unis garantissent des élections libres, la liberté individuelle, la liberté d'expression et la liberté de conscience en matière de religion. Vous remarquerez qu'il ne fait pas mention d'égalité. Et c'est une critique que l'on peut faire, car il parle de liberté, mais oublie complètement de parler de la question notamment raciale aux États-Unis, qui est extrêmement forte. Vous l'avez vu dans le film Les Figures de l'ombre, où les Noirs américains sont dans une situation extrêmement défavorable, pour ne pas dire discriminatoire, vis-à-vis des Blancs, et aucune loi ne leur garantit l'égalité. On est donc bien dans une doctrine qui insiste sur la liberté. En face, Danov va définir la doctrine soviétique par opposition. C'est-à-dire qu'il va, dans son discours, non pas tant dire ce qu'est le modèle soviétique, mais plutôt critiquer ce discours de Truman. C'est une réponse à Truman. Ce texte est un extrait d'un rapport sur la situation internationale qui a été publié en septembre 1945 et qui est donc clairement une réponse à ce discours de Truman au Congrès. Les États-Unis sont la force dirigeante du camp impérialiste, soutenue par les pays qui dépendent économiquement d'eux.
l'URSS et les pays de la démocratie nouvelle, le camp anti-impérialiste qui s'appuie dans tous les pays sur les partis communistes frères. La nouvelle expansion des États-Unis Le nouvel expansionnisme des États-Unis s'appuie sur un large programme de mesures d'ordre militaire, économique et politique. Son application établirait la domination politique des États-Unis et réduirait les autres pays à l'état de satellites. C'est au Parti communiste qu'incombe le rôle particulier de se mettre à la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. Il envoie donc un message au Parti communiste européen pour leur dire « Résistez, ne vous laissez pas faire ». Il répond clairement à Truman. Selon lui, la doctrine qui positionne la doctrine Zdanov positionne l'URSS comme le camp non plus de la liberté mais de la fraternité. Il parle de parti communiste frère. On peut voir qu'il définit sa doctrine donc en opposition à celle de Truman. Aux yeux de l'URSS, les États-Unis sont un pays impérialiste. Ses alliés sont en réalité dépendants des États-Unis et donc sous sa domination, tandis que les pays alliés de l'URSS sont, je le cite, la démocratie nouvelle, qui est basée sur des partis communistes dans chaque pays. Je voudrais revenir sur un terme, une définition, le terme d'impérialisme qu'on avait vu au début de l'année, puisque c'est le terme qu'il utilise pour qualifier les États-Unis et qui reviendra souvent. L'impérialisme, c'est la politique d'un État qui vise à placer d'autres États sous son contrôle. Pour lui, le plan Marshall et les aides américaines, c'est en réalité un moyen de dominer les autres pays. On voit donc que dès 1947, à peine au sortir de la Seconde Guerre mondiale, deux représentants de leurs États respectifs s'attaquent mutuellement et publiquement et clairement définissent les années à venir. Complétez le tableau en indiquant au bon endroit le nom des alliances dans les domaines de la coopération financière et économique et dans le domaine militaire. On a vu donc dans la première partie, dans la première activité, que le plan Marshall est un plan d'aide américaine aux pays européens et qu'il a pour but de limiter la diffusion du communisme. En réaction, les soviétiques proposent le CAEM ou le Comecon, on le nomme sous deux façons. C'est un plan, le Comecon, qui n'est pas un plan d'aide financière. En fait, c'est un plan qui vise à coordonner les plans quinquennaux de développement économique des pays participants. Un plan quinquennal, je vous le rappelle, c'est un plan sur 5 ans où on essaye de produire en fonction des besoins de la population et où donc on planifie l'économie. L'économie est planifiée, c'est ce que l'URSS avait fait chez lui, et c'est ce qu'il va pousser à faire, voire imposer dans les pays qui vont signer le CAEM. Les pays vont se spécialiser dans certaines productions en fonction de leur équipement et de leur tradition, et les débouchés vont être assurés par l'achat des pays partenaires. Enfin, ils mettront en commun des équipements et des ressources qui va surtout profiter en fait à l'industrialisation de l'URSS, mais qui en échange va rembourser en énergie et en matières premières. La force de l'URSS est notamment sa production de gaz, et donc ils vont quasiment, presque gratuitement, fournir le gaz à tous ces pays partenaires, mais en échange, ils planifieront leur économie en fonction de leurs besoins. On voit donc que du côté soviétique, en réalité, l'impérialisme est aussi une réalité. Les alliances militaires. Les Américains vont donc proposer le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, à ces pays partenaires, et vont donc proposer une alliance pour notamment se protéger du communisme. Je vous propose deux documents complémentaires. D'abord, ici, une affiche produite par les États-Unis en grande partie, et notamment qui va être diffusée dans de nombreux pays européens. Cette affiche est diffusée en France, et du coup pose la question, où sont les impérialistes ? On voit à gauche une carte de l'Europe et de l'URSS en 1938, et à droite une carte de l'Europe avec l'URSS en 1952. On constate que l'URSS a largement étendu son territoire et a en plus créé des alliances avec de nombreux pays que l'on peut voir en rouge un peu plus clair avec une étoile rouge. Avec ce traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949, la guerre froide entre dans une phase que l'on peut qualifier d'institutionnelle. Notamment, l'article 5 de ce traité, qui sera signé par la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, précise que tous les signataires s'engagent à se porter secours en cas d'attaque contre l'un ou l'autre des deux. On voit donc qu'on est déjà en train d'avancer et qu'il y a une montée des tensions. On peut aussi remarquer deux choses. D'abord que les Américains sont assez forts puisqu'ils prennent les Russes, les Soviétiques à leur propre jeu, puisqu'ils
il pose la question de l'impérialisme. Il critique les soviétiques en les traitant d'impérialistes. On peut malgré tout critiquer un petit peu ce document, car les frontières de l'Europe qui sont montrées à gauche en 1938 sont les frontières donc d'avant la Seconde Guerre mondiale. Or, de très nombreuses frontières ont été renégociées à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Américains eux-mêmes qui ont négocié avec les Soviétiques. Et lorsqu'il a fallu donner quelques territoires aux Soviétiques en remerciement de leur énorme investissement dans la Seconde Guerre mondiale, les Américains n'avaient pas vu à ce moment-là de problème et d'impérialisme. Or, ils traitent les Soviétiques d'impérialistes, ce qui est une réalité, sans rappeler qu'eux-mêmes ont contribué à ce redécoupage de l'Europe. En retour, la propagande soviétique va elle aussi proposer des documents. On voit ici une autre affiche, et deux affiches en française, et on voit donc un document qui nous montre les bases américaines dans le monde, et on voit que la plupart de ces bases américaines sont en réalité autour de l'URSS et la Chine, qui sont deux pays communistes, et donc on pose la question dans ce document, voici les bases américaines dans le monde, en gros, qui est l'agresseur et qui menace qui ? Une fois de plus, ce document est très critiquable, car si effectivement les bases américaines visent donc à encercler la Russie, il n'est nullement mentionné de l'action militaire des soviétiques et des chinois qui vont eux-mêmes, à leur tour, mettre en place différents lieux. On le verra notamment avec la question de Cuba un peu plus tard, pour mettre les Américains sous pression. On peut donc voir que des deux côtés, il y a une forme de propagande, une forme de mauvaise foi, et le 14 mai 1955, les soviétiques vont donc créer le pacte de Varsovie avec 7 pays d'Europe centrale, l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République démocratique d'Allemagne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Les forces militaires de ces pays vont donc être placées sous un commandement soviétique unifié. Encore une fois, on peut se poser la question de l'impérialisme, et elles interviendront à l'intérieur même de ces pays, notamment quand les résultats des élections ne conviendront pas aux soviétiques. Dans quel domaine les deux blocs se font-ils la guerre ? Les deux blocs, on le voit, se font la guerre dans le domaine des sciences. On peut voir ici à gauche une affiche soviétique de 1963, où il est écrit en russe « Gloire au peuple soviétique, pionnier de l'espace ». Engagé dans une course à la conquête de l'espace avec les États-Unis, l'URSS remporte en 1961 un succès retentissant, puisque le premier homme à aller dans l'espace sera un soviétique, un russe, Yuri Gagarin. Vous connaissez probablement ce nom, puisque un centre de loisirs porte ce nom à Malakoff. Yuri Gagarin est donc le premier homme de l'histoire dans l'espace. Aujourd'hui, on connaît peu la figure de Yuri Gagarin en Europe, pourtant c'est une figure extrêmement importante en Russie et dans de nombreux pays du monde. Il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands pionniers. Il est l'égal d'un Christophe Colomb pour de nombreux pays, et notamment pour les anciens pays soviétiques. En retour, les Américains envoient le 20 juillet 1969 le module lunaire Eagle et la mission Apollo 11 qui va se poser sur la Lune. Neil Armstrong sera le premier homme à atterrir sur la Lune, et il aura cette fameuse phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Cet exploit va marquer l'apogée des États-Unis, qui vont devenir, avec cet événement, les leaders dans le domaine de la science, et donc gagner une manche après en avoir perdu une. En réalité, il n'y a pas vraiment de vainqueur dans ce domaine, puisque cette différente compétition va surtout permettre une forme d'émulation et faire avancer l'avancée spatiale et les sciences. On peut donc noter que les États-Unis se livrent une compétition très féroce dans le domaine scientifique. La conquête spatiale représente un outil de propagande très important afin de délivrer un message au monde. Celui qui l'emportera est censé démontrer que son modèle économique est supérieur. Présentez et décrivez le document 2 de la fiche le plus précisément possible. Je vais vous proposer une correction un peu longue, mais non exhaustive, c'est-à-dire qu'on pourrait dire beaucoup de choses et que je ne pourrais pas tout dire, sinon ce serait trop long pour vous. Mais c'est un bon moyen de se préparer à la seconde, puisque je vous le rappelle, l'année prochaine, vous devrez faire des commentaires de documents. Un commentaire de document, c'est un exercice où l'on vous donnera un document qui a un lien avec le chapitre que vous êtes en train d'étudier, et ce sera à vous d'en faire le commentaire, c'est-à-dire de relier ce document
avec la question, la problématique de votre chapitre, et à travers ce document de répondre à la problématique de votre chapitre. On va donc proposer une présentation de ce document, mais également une description, puisque c'est ce qu'il faut faire systématiquement dans le cas des documents iconographiques, c'est-à-dire les documents qui peuvent être des images, des peintures, tout document qui donc permet une description. Il convient de partir du premier plan pour aller vers le second plan. Je vais donc vous proposer cette correction, je vous demande de la prendre en intégralité et surtout de l'écouter dans un premier temps pour bien la comprendre, voir un petit peu quelle est la méthode, se le remettre en tête et ensuite prendre la correction puisqu'elle nous dit beaucoup de choses sur ce contexte de guerre froide. D'abord, la présentation du document. Ce document est la couverture d'une bande dessinée américaine. C'est un comic books, mais on peut dire une bande dessinée puisqu'on est en français. Captain America, numéro 78, qui a été publié en 1954 en pleine guerre froide. Elle est l'œuvre de Stan Lee et John Romita et elle est éditée par Marvel Comics. Vous connaissez tous cet éditeur puisque Marvel Comics est aujourd'hui un éditeur très à la mode. De nombreux films sont adaptés de ces différents héros, notamment de Captain America, et donc vous devez connaître cette figure. C'est une figure populaire. On peut voir donc au premier plan un homme habillé en costume de super-héros, une figure populaire classique de la culture américaine. Son costume d'ailleurs est aux couleurs des États-Unis, on voit ici la bannière étoilée, on voit ici les bandes du drapeau américain, et son nom évoque la nation américaine, puisque Captain America veut dire en français Capitaine Amérique. On peut rajouter qu'il semble porter secours à un homme, on voit ici un homme qui est projeté à terre, il semble donc lui porter secours, et il projette un ennemi, il porte un ennemi sur ses bras, il le projette, qui semble être un soldat de l'armée rouge. On voit ici d'ailleurs qu'il porte la faucille et le marteau, le symbole du régime soviétique. En arrière-plan, derrière, on distingue ici des soldats qui l'attaquent dans le dos et qui portent également l'étoile rouge sur leur chapeau. On peut voir que ce symbole de l'étoile rouge, c'est le symbole de la révolution de 1917. On peut voir un autre personnage qui l'attaque également dans le dos. Ce personnage, il possède des traits inhumains, il est vert, donc ça peut faire penser à un extraterrestre ou quelque chose comme ça. Il l'attaque par derrière et il porte le symbole au milieu de son torse de la faucille et du marteau, donc il est lui également un soviétique. À travers ne serait-ce que cette description, on peut donc voir que cette association suggère que les communistes sont à la fois lâches, puisqu'ils l'attaquent par derrière, mais également sauvages, parce qu'ils sont inhumains, parce qu'ils sont nombreux, quand lui est tout seul et vient à la rescousse d'un pauvre homme. On peut donc qualifier ce document comme un document de propagande. J'aurais pu rajouter d'autres choses. Par exemple, ici en anglais, on voit Captain America, Commie Smatcher. Donc Captain America, commie c'est le diminutif de communiste, mais de manière extrêmement péjorative. Et Smatcher, comment traduire Smatcher, le défonceur dans le langage populaire, Captain America, celui qui défonce les communistes. Voilà, c'est tout pour cette présentation. On pourrait en rajouter. On aurait pu même faire tout un chapitre sur la culture populaire pendant la guerre froide parce que la propagande est extrêmement forte. Vous voyez par exemple ici un extrait du film Rocky 4, où on voit Rocky, le boxeur américain, qui est opposé à un boxeur russe et qui évidemment va flanquer une dérouillée au boxeur russe pour le bon peuple américain. Je vous ai également fait apparaître ici en arrière-plan, une autre planche de Captain America. On voit Captain America qui est en train de frapper Adolf Hitler, puisque Captain America, je crois vous l'avoir déjà dit cette année, est une bande dessinée qui a été inventée pendant la Seconde Guerre mondiale dans le but de faire de la propagande pour pousser la population américaine à accepter l'invasion américaine en Europe, puisque les Américains n'étaient pas forcément favorables à l'entrée de leurs troupes dans le conflit. On peut noter en synthèse que donc les États-Unis et l'URSS reposent sur deux modèles idéologiques radicalement différents. L'American Way of Life se fonde sur la réussite individuelle, la liberté d'entreprendre, c'est un modèle capitaliste. Les pays d'Europe de l'Ouest suivent ce modèle. Le modèle de réussite soviétique est lui un modèle collectif, un parti unique qui dirige le pays et encadre l'économie et la population. C'est un modèle communiste. Les pays d'Europe de l'Est et centrale suivent ce modèle, l'économie est planifiée afin de déterminer les besoins de la population et il n'y a pas de liberté d'entreprendre.
Enfin, les deux camps s'affrontent dans le domaine de la culture à travers une propagande intense ainsi que dans le domaine scientifique. Les soviétiques envoient le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961, tandis que les États-Unis parviennent à envoyer le premier homme sur la Lune en 1969.